Bonjour à tous, Laurent David, je suis heureux de vous accueillir en tant que facilitateur de la conférence Contractualiser un projet agile, c'est aussi simple que d'acheter un bouquet de fleurs, animée par Caroline Lelay, coach agile. Cette session sera enregistrée dans son intégralité, incluant vos questions ainsi que leurs réponses. Vos micros seront coupés durant toute la présentation. Pour poser vos questions, merci d'utiliser la section Q et R de l'outil Zoom. Nous aurons donc une présentation d'environ 40 minutes pour ensuite aborder les principales questions que vous avez posées et que je reprendrai à l'oral. Avant de passer la parole à Caroline, nous remercions les sponsors Gold, Michelin, Valence, NBCS, ZenValue, ainsi que le PMI France, qui permettent l'existence de cette journée, de ces 2 journées exceptionnelles. Maintenant, je laisse la parole à Caroline pour démarrer sa présentation. Merci Laurent, bonjour à tous. Merci de nous accorder ce petit moment pour discuter sur la contractualisation agile. Donc, c'est plutôt un retour d'expérience qu'une conférence, puisque je vais me baser sur des expériences passées. Donc, je n'ai pas volonté à être extrêmement exhaustive sur tout ce qui existe comme moyen de contractualisation dans le milieu de l'agilité. Mais je pense que dans le contexte que je vous présenterai, certains d'entre vous pourront vous y retrouver et donc potentiellement venir glaner quelques petits outils ou des bonnes idées pour faciliter votre contractualisation avec vos clients. Donc, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Caroline Lelay, je suis agiliste à mon compte dans la région lyonnaise et j'accompagne depuis quelques années donc, mes clients dans toute leur transformation agile, transformation managériale, accompagnement d'équipe. On va parler un peu fleuriste, c'est obligatoire vu le titre de la conférence. Je me dois de faire ce parallèle. Ça sera un petit peu le fil rouge de cette conférence et on va voir en fait qu'il y a plein de choses communes entre une expérience d'achat chez un fleuriste et une contractualisation de projets clients-fournisseurs sur un domaine IT. Alors, je ne peux pas vous demander de répondre à mes questions à main levée, donc je vais faire quelques présupposés. Je vais présupposer que quasiment tout le monde ici a déjà été chez un fleuriste faire un achat. Pour simplifier, je vais dire qu'il y a 2 grands types d'achats chez un fleuriste. Un achat produit sur étagère, vous rentrez dans la boutique, vous trouvez quelque chose qui vous convient et vous l'achetez, qu'on peut faire dans n'importe quel magasin qui vend des produits sur étagère, pas que chez le fleuriste. Et ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la composition d'un bouquet sur mesure. Donc, je vais aussi présupposer que vous avez quasiment tous déjà été acheter un bouquet de fleurs pour une occasion, pour une personne en particulier. Dernière présupposition, et je ne vous embête plus avec ça, je pense que globalement, personne n'a été extrêmement déçu d'un achat de bouquet de fleurs sur mesure pour différentes raisons. Et c'est ces raisons-là sur lesquelles on va travailler et faire des parallèles avec le milieu de l'IT. On a pu avoir des désagréments chez un fleuriste, mais c'est souvent plus lié, on va dire, au relationnel que potentiellement au bouquet en lui-même qui, en général, répond à nos attentes. Si je découpe en plusieurs morceaux, on va dire un service, un achat de bouquet sur mesure, je dirais qu'il y a 3 grandes phases que vous connaissez bien si vous êtes dans le projet. Il y a une expression de besoin. Donc, je vais arriver chez mon fleuriste et je vais lui demander un bouquet de fleurs pour l'anniversaire d'une amie, pour un budget maximum de 40 €. Pas trop gros et assez robuste parce que je vais prendre le train pour aller voir mon ami. Il faut savoir que mon ami déteste les roses rouges, donc il va falloir qu'il compose avec ça. Mon expression de besoin, elle vaut ce qu'elle vaut. Mon fleuriste, qui est un expert, il a besoin d'affiner un petit peu ce besoin. Sinon, il ne pourra pas, ou du moins, il va être moins confortable pour démarrer la composition. Donc, pour affiner, il va tout simplement me poser des questions qui, pour lui, sont une évidence dans son métier. Il va me demander de définir un petit peu la personnalité de mon amie. Alors, je vais lui dire, elle est haute en couleurs, quelqu'un de plein d'énergie, jeune. On peut y aller en tout cas sur quelque chose de très coloré. Il va me poser des questions sur quand est-ce que je vais y aller? Est-ce que c'est pour ce soir? Est-ce que c'est pour demain? Est-ce que c'est pour dans 2 jours? Parce qu'il ne va peut-être pas proposer les mêmes produits en fonction de mon calendrier. Donc, je vais lui dire, je prends le train en sortant de la boutique, donc vous inquiétez pas, on peut être sur des trucs très frais. Ce soir, elle aura le bouquet entre les mains. OK, c'est parfait. Il utilise cette information pour après pouvoir composer ce bouquet de fleurs. Il va me poser des questions sur les couleurs qu'elle apprécie, qu'elle n'apprécie pas. Il va aller creuser des choses. Et même si parfois, je n'ai pas la réponse, il vaut mieux pour lui toujours poser la question que d'avoir fait une impasse sur une question qui aurait pu l'aider à composer son bouquet de fleurs.
Une fois qu'il a suffisamment d'éléments à son goût pour démarrer quelque chose sans être trop dans le flou, il va aller dans la boutique chercher ses petites fleurs et il va aller sur son stand de travail pour commencer à composer. Et il n'est pas en arrière-boutique. Le fleuriste, il est juste là, devant moi, il est en train de composer et au fur et à mesure qu'il compose ce bouquet, il me pose des questions, il me propose des choses, il me demande voilà, si j'ai une préférence pour telle ou telle fleur, même si en soi, j'y connais rien, j'ai le droit d'avoir des préférences, c'est quand même moi qui connais mon ami. Et au fur et à mesure donc, de cette première composition, on échange un petit peu et il va me proposer quelque chose, mais qui ne sera pas fini. Il n'aura pas ficelé le bouquet, il ne l'aura pas emballé encore, parce que ce qui l'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que j'en pense à ce stade-là. Il va me présenter quelque chose et supposons que je lui dis, bah, écoutez, c'est pas mal, mais je viens de voir en fait dans le couloir des petites fleurs violettes que je trouve géniales et j'aurais bien voulu qu'on en ajoute. Donc mon fleuriste, il va me dire, bah, tout est possible, hein, je peux en ajouter, ce n'est pas un problème en soi. Cependant, là, la proposition que je viens de vous faire, on est à 38 euros. Vous m'avez dit budget maximum 40 euros. Donc moi, je suis un peu embêtée parce que si je rajoute des fleurs violettes telles que vous me les demandez, on va plutôt être autour des 45-46 euros. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un budget que vous pouvez allonger ou est-ce que vous êtes à 40 euros maximum? Et à ce moment-là, il va falloir échanger, sortir des choses de la composition faite et venir les remplacer par ces petites fleurs violettes que vous aimez tant. Moi, je suis un peu embêtée parce que mon budget est figé, donc je lui dis, ah non, je ne peux pas aller au-delà des 40 euros. Et donc, de par son expérience et avec mes feedbacks, on va proposer de faire du trade-off entre quelques éléments qui étaient déjà dans le bouquet pour pouvoir rajouter mes petites fleurs violettes que j'aime beaucoup. In fine, il va me dire, bah, écoutez, là, tel qu'on vient de remanier votre composition, on est à 41 euros et je vous le fais à 40 euros pour rester dans votre budget. Je récupère du coup ce bouquet de fleurs une fois qu'il l'aura emballé avec la petite poche d'eau parce que je prends le train, etc. Et je sors de là tout à fait satisfaite de ce service d'achat de bouquets sur mesure. Donc ces trois phases, on les retrouve de façon assez standard dans toute relation, on va dire, client-fournisseur, où on doit comprendre un contexte, le travailler et puis ensuite venir ensuite délivrer, souvent incrémentalement quand on est en agilité, hein, de façon itérative, des éléments qui vont lui répondre à sa solution. Et donc en fait, tout simplement, on vient de se rendre compte que notre fleuriste, il est agile. Donc peut-être que vous ne verrez plus jamais votre fleuriste de la même façon, mais les fleuristes, sans s'en rendre compte, utilisent dans leur façon de travailler avec leurs clients, de façon de collaborer, tous les principes d'agilité qui nous vont bien. Ils collectent du feedback régulièrement, ils sont ouverts au changement, ils créent une relation de confiance et de transparence avec le client et on est en collaboration. Il n'y a pas d'effet tunnel, il ne va pas en arrière-boutique, on est vraiment dans quelque chose de très interactif. Certes, c'est des moments très courts, certes, c'est beaucoup moins complexe qu'un projet IT, mais il y a vachement de choses là-dedans qui peuvent du coup faire écho à des situations qu'on a dans nos contractualisations de projets agiles. Donc, si je résume les trois facteurs clés de succès de ce petit genre d'expérience qu'on va derrière décliner sur de l'informatique, je dirais qu'il y a travailler sur la confiance client. Et vous verrez que c'est un sujet sur lequel, moi, dans mon passé, parfois, on a un peu pêché. Et c'est de là qu'on a sorti quelques idées pour mieux se prémunir du manque de confiance de nos clients. Il y a un besoin de maîtriser le contexte, c'est le besoin, et un besoin de maîtriser le budget. Parce que s'il m'avait fait un bouquet à 60 euros sans me le dire, qu'il me le présente, que je suis super contente, mais qu'à la fin, il me dit c'est 60 euros, je vais me sentir un petit peu roulée. Et s'il me refait derrière un bouquet de 40 euros, même s'il est magnifique, je le trouverai toujours moins beau que le premier que j'avais vu. Donc la maîtrise du budget, c'est vraiment quelque chose qui est de la responsabilité de l'expert et donc du fournisseur, de façon à ne pas tomber dans une désillusion, une déception côté client, puisque c'est nous les experts, c'est nous qui savons le coût des choses. On a besoin de maîtriser ce budget et on verra quelques petites idées pour travailler là-dessus. Attendez une seconde, j'ai mon écran qui s'est figé. Alors, pour maintenant rentrer dans la partie plutôt IT du retour d'expérience, je vais quand même vous donner le contexte dans lequel s'appliquent les différentes idées et bonnes pratiques que je vais vous partager par la suite, tout simplement parce qu'il y a des choses en contractualisation agile que dans mon contexte, on ne pouvait pas mettre en place pour différentes raisons que je vais vous expliquer tout de suite.
Le contexte de ce REX, c'est le contexte suivant. On est sur un mode client-fournisseur contractuel, c'est-à-dire qu'on a un client qui ne sait pas faire les projets informatiques dont il a besoin et un fournisseur qui a les compétences pour répondre à ce besoin-là. Mais les choses supplémentaires qui rendent ce contexte un petit peu spécifique, c'est que moi, je vais vous parler des cas où vos clients sont non agiles. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la conférence de Charline hier sur les gros mots agiles et donc ces mots qui peuvent hérisser le poil à des personnes qui ne sont pas agiles ou voire qui en ont peur. Moi, je vais appeler ça les agilo-sceptiques. Moi, je vraiment serais que c'est sur ce genre de relation contractuelle-là. Parce que si vous avez un client qui est déjà agile ou du moins agilo-curieux, vous allez pouvoir contractualiser d'autres modes. Là, c'est vraiment de la contractualisation pour des clients qui sont très sceptiques, qui font que nous, on a envie de les emmener vers de l'agilité, mais il faut le faire à leur rythme. Et donc, pour faire ça, on leur doit des garanties. C'est des clients qui, quand on leur parle agilité, vont vous dire, mais vous allez me demander beaucoup plus d'argent, on va tenir aucun des jalons qu'on a sur notre roadmap produit. Enfin, c'est des gens qui vont avoir besoin de garanties qu'on tient les coûts, les délais, la qualité, etc. Souvent, mais pas tout le temps, on avait des clients qui étaient dans des cas où l'IT n'était pas leur cœur de métier. Par exemple, si mon fleuriste voulait un site e-commerce pour faire du click and collect ou ne serait-ce qu'un site vitrine, il viendrait travailler sans doute avec un fournisseur et lui, son cœur de métier, ce n'est pas du tout de l'IT. Donc, ils sont encore plus éloignés de nos modes de fonctionnement et de ce que c'est en fait qu'un produit informatique. Donc, à côté de ce client, il y avait donc les équipes du fournisseur dans lesquelles j'étais, différents cas. On peut être une ESN, on peut être une agence web, on peut être un éditeur logiciel qui vend des outils marque blanche à des clients avec une partie de spécification propre à notre client. Donc voilà, donc on est en mode fournisseur, on a les compétences. On a besoin d'être rentable malgré tout. On est vraiment là aussi pour que la société tourne. Donc, on a besoin d'être rentable sur nos projets et c'est une part importante de la contractualisation. On a tout de même besoin de gagner confiance de nos prospects. Dans la plupart des cas que je représente avec ce retour d'expérience, on est sur des cas où l'entreprise n'est pas un grand groupe du CAC 40 ou une ESN qui a pignon sur rue sur tout le territoire. Donc, on est sur des plus petites entreprises dans lesquelles, en fait, on ne peut pas refuser des clients. On m'a souvent dit, mais pourquoi vous ne les avez pas juste refusés si ces clients ne fonctionnent pas, n'ont pas le mindset et les attentes de collaboration que vous avez de votre côté? Parce qu'on ne peut pas toujours se permettre de refuser des clients. Quand on était diamétralement opposé avec certains clients, évidemment, c'était trop risqué, donc on a refusé de travailler avec certains clients. Cependant, quand on voit que le projet est intéressant, que le client est vraiment engagé, motivant, c'est juste, entre guillemets, l'agilité qui lui fait peur, on peut continuer à travailler, enfin, on a envie en tout cas de travailler avec ces clients-là et peut-être leur faire changer un petit peu d'avis sur l'agilité sans que ce soit un but en soi de les transformer en clients agilo-friendly. Voilà, j'insiste un peu sur le contexte, mais c'est vraiment important puisque j'ai déjà joué cette conférence et on m'a posé des questions sur voilà, pourquoi on n'a pas contractualisé des choses des fois plus simples. Parce que nos clients avaient besoin de fortes garanties sur ce qu'on était capable de s'engager. Donc, maîtrise du budget, maîtrise du planning. Aujourd'hui, on va vraiment parler de maîtrise du budget, entre autres. Donc, quand on est dans ce cas-là, grosso modo, on a ce qui nous vient en tête en termes de contractualisation, c'est les trois grands standards, enfin les deux grands standards plus le standard agile classique. Ça va être, est-ce qu'on fait une régie agile? Là, vu le cadre de mes clients, c'était non direct, tout simplement parce que ces clients avaient l'impression que tout allait dériver, qu'ils n'allaient pas être en maîtrise et que c'était un contrat qui était trop favorable pour le fournisseur et pas assez favorable pour le client. Donc, il y a une volonté d'être plutôt dans quelque chose d'équilibré dans cette relation contractuelle. Sinon, il y a le forfait non agile par définition, où on va tout cadrer, et ça nous convenait un petit peu moins à nous. Et après, si le client était agilo-friendly, on aurait pu faire du money for nothing and feature for free. Cependant, ce n'est pas tout à fait ce qu'on... Enfin, en tout cas, le contexte n'était pas propice à ça, puisqu'on a un client qui est potentiellement pas dans l'IT, qui gérait un backlog avec des priorités business, c'est très éloigné de ce qu'il sait faire. Enfin, on est voilà, dans quelque chose où on n'est pas assez mature en agilité dans cette relation pour aller sur ce type de contractualisation-là. Donc, on a dû trouver autre chose.
Mais avant de vous parler de contractualisation pure, je vais vous parler d'autres éléments qu'on peut mettre en place dans une relation client-fournisseur avant même de signer et qui vont favoriser derrière la bonne contractualisation et le bon déroulé du projet, en tout cas de la mission qui nous aura été accordée par notre client. Donc, il y a 4 éléments que je voulais vous partager. Alors, c'est des bonnes pratiques, des idées. Enfin, je n'ai pas forcément de termes pour ça. En tout cas, c'est des choses que j'ai mis en œuvre et que j'ai vécues sur le terrain et qui ont marché dans ces contextes-là et qui, je pense, peuvent intéresser certains d'entre vous. Le premier sujet, ça va être de travailler sur la sensibilisation des équipes commerciales de chez nous, fournisseurs, donc ESN, agences, etc., au delivery agile. Tout simplement parce que dans mes expériences, la plupart des commerciaux n'ont jamais été dans une équipe agile. C'est normal, ce n'est pas leur métier. C'est comme si moi, vous me demandez d'être commercial du fleuriste. Je le ferai peut-être avec grand plaisir, mais je n'ai jamais été fleuriste. Je ne connais rien en botanique. Donc forcément, on a des métiers, des expertises différentes. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que les équipes commerciales, c'est les premières personnes qui vont rencontrer les prospects. Donc, c'est un petit peu les ambassadeurs de l'entreprise, qui on est, ce qu'on fait, comment on travaille. Et donc, il faut aider nos collègues commerciaux à avoir cette capacité à donner envie aux clients de travailler avec nous et éviter quelques impairs qu'on peut avoir parfois en avant-vente et qui, derrière, vont être nocifs pour la relation avec notre client tout le long du projet. Je pense que chacun d'entre vous a déjà entendu un client dire c'est pas ce qu'on m'avait vendu, c'est pas ce que j'avais compris. Votre collègue m'avait dit, m'avait promis ça, je suis frustré, insatisfait, et ça s'entend. Mais c'est quelque chose qu'on aurait pu tenter d'éviter en interne, puisque les équipes commerciales et les équipes de réalisation sont chez nous fournisseurs. Donc c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait un lien entre ces équipes-là et qu'il n'y ait pas de déception entre la phase d'avant-vente et la phase projet. De plus, donc, ces équipes commerciales vont avoir, alors c'est un sujet un peu touchy, les gens n'aiment pas toujours quand j'en parle, mais les équipes commerciales vont avoir un variable, souvent, en tout cas dans pas mal d'entreprises, qui est assez conséquent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand on a un commercial qui est objectivé à 15 ou 20% de son brut annuel sur des choses très spécifiques, on en parlera juste après, eh ben, on a forcément quelqu'un qui va avoir envie d'obtenir son variable. Moi, si on me dit 15% de mon salaire ou 30% de mon salaire dépend d'une atteinte de certains objectifs, je vais forcément travailler sur ces objectifs. J'ai envie d'avoir un plein salaire à la fin de l'année. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le terrain, souvent, les équipes commerciales ont un variable beaucoup plus gros en termes de proportion que les autres profils des autres équipes ou des autres collègues, etc. Et c'est un truc assez intéressant, c'est pourquoi ces profils-là auraient besoin d'avoir un plus gros variable pour être motivés qu'un UX designer, un PO, un développeur. Donc, il y a peut-être déjà quelque chose à se questionner par rapport à ça. Est-ce que le déséquilibre, la proportion que prend le variable dans la rémunération d'un collaborateur ne peut pas avoir des impacts forts sur la façon dont il fait son métier et donc sur la façon où ça, après, arrive dans des équipes de réalisation? Donc, en soi, moi, je me questionne ne serait-ce des fois que sur la notion de variable. Est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens de motiver nos collaborateurs et booster leur talent, leur investissement? C'est une question. Peut-être rééquilibrer le variable des équipes commerciales avec la moyenne des variables des autres profils en termes de pourcentage. Et troisième levier pour éviter le je vends tout ce que je peux et peu importe après ce qui se passe derrière, c'est de changer les métriques d'objectifs donnés aux commerciaux. Quand on a des objectifs commerciaux qui sont sur le nombre de prospects signés sur une période, le nombre de chiffres d'affaires signés sur une période, forcément, on est en train de booster nos équipes commerciales à vendre, vendre, vendre. Et entre guillemets, qui vendent à perte ou pas, puisqu'on est vraiment sur ce qu'on signe et on n'est pas sur la rentabilité du projet ou de la signature. Donc peut-être rééquilibrer, changer un petit peu ces objectifs pour avoir des objectifs qui vont déjà être transverses, donc qui vont toucher et les équipes commerciales et les équipes de réalisation et qui vont être orientés business dans le sens où on va réfléchir plutôt à la marge faite qu'à la signature brute. Parce que je peux signer des projets à des milliers d'euros et je peux ne pas être rentable. Donc, il y a peut-être quelque chose dans certains contextes à aller chercher là-dessus et donc travailler sur des KPI transverses. Si on dit il faut qu'on puisse marger de X% sur tel projet, c'est aussi bien de la responsabilité des équipes qui vont faire la prospection
et l'avant-vente que des équipes qui vont réaliser derrière. Parce que si on a vendu trop serré ou survendu, eh ben, on peut ne pas être rentable. Et si derrière, on ne réalise pas bien, on n'a pas bien compris le projet du client, on peut aussi… Donc, toutes les compétences sont responsables de la rentabilité des projets. Donc voilà, peut-être à travailler quelque chose aussi là-dessus, ça peut favoriser la façon dont on vend et créer plus de liens entre les commerciaux et les équipes de réalisation. Ce but-là, c'est de travailler sur ce que j'avais exprimé précédemment, donc la confiance client. La confiance client, elle s'acquiert très tôt et elle est assez facile à perdre. Donc, il faut l'acquérir très tôt et ne jamais la faire baisser. Et pour qu'elle ne baisse pas, il faut qu'on soit cohérent dans l'équipe des fournisseurs et qu'il n'y ait pas de loupés, de ratés, de mauvaises interprétations parce qu'on ne fait pas le même métier entre équipe de vente et équipe de réalisation. Donc, très important. Le client nous voit comme une entité à part entière, qu'il parle avec un tel ou un tel chez nous. On est l'entreprise fournisseur pour lui et donc cette confiance doit être entière sur l'intégralité de nos expertises. Le deuxième sujet qu'on peut aborder, ça va être ce que j'appelle la création de squelettes. Alors la phrase est un peu longue, hein. Donc se créer des squelettes produits estimés pour permettre un premier macro-cadrage par les équipes commerciales en vue de mieux maîtriser le contexte de notre client et donc le périmètre de notre projet. Qu'est-ce que j'entends par là ? Par expérience, alors peut-être que vous avez des expériences différentes et je serais ravie d'en discuter avec vous, mais il arrive parfois que, et c'est normal, hein, les équipes commerciales aillent prendre les premiers briefs clients seuls, parce qu'on ne peut pas mobiliser toute une équipe à chaque fois pluridisciplinaire pour aller prendre des briefs clients, enfin des briefs prospects. Et du coup, il y a un premier macro-cadrage qui est fait sans les expertises en présence et qui, après, ce macro-cadrage arrive dans les équipes de réalisation. Et c'est souvent là où on se dit « Ah ben non, pourquoi tu as vendu ça ? Tu n'aurais pas dû. Là, ça nous met déjà, entre guillemets, en difficulté alors qu'on n'a même pas commencé le projet. » Et ça, c'est pas parce que les commerciaux ne font pas bien leur travail, loin de là, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas réalisateurs. Si vous me demandez d'aller vendre des bouquets de fleurs, c'est fort probable que malgré toutes mes bonnes intentions, je fasse des impairs et je vende des choses un petit peu en décalage avec la réalité de réalisation derrière parce que j'y connais pas grand-chose, entre guillemets, parce que mon métier, c'est pas être fleuriste, mon métier, c'est être commercial. Et donc, du coup, la mise en place de ces squelettes-là, donc c'est une espèce de guide, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça les squelettes, mais c'est un guide qui va venir retracer un petit peu les standards d'un produit que vous avez l'habitude de faire. Si je prends un exemple sur un e-commerce, que ce soit pour un grand compte ou que ce soit pour un artisan local, il y a des phases, on va dire, nécessaires dans un site e-commerce, la recherche, les fiches produits, le tunnel d'achat, le suivi de commande, etc., etc. Et donc, c'est des choses où, si on a déjà fait des sites e-commerce et qu'un nouveau client arrive, on a déjà des bases. Et sur ces bases, on peut construire ces squelettes. Ça peut être des wireframes, ça peut être un portfolio avec des éléments qui ont été faits pour des clients précédents pour que les nouveaux prospects puissent se projeter. Et dans mon cas, ce qui était intéressant de faire, c'était de travailler sur 3 niveaux de complexité ou de simplicité sur des éléments. Si je le fais par rapport au bouquet de fleurs, le fleuriste me fournirait à moi, commercial, un petit livret avec les différents produits qu'on a, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, avec quelques warnings aussi. Attention, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vendre. Il faut vraiment que tu m'en parles avant, sinon on peut se retrouver dans une situation délicate. Donc voilà. Et d'avoir des notions de voilà ce qu'on appelle un bouquet simple, voilà ce qu'on appelle un bouquet standard, voilà ce qu'on appelle un bouquet complexe. Évidemment, le prix est proportionnel à la complexité du bouquet et on peut faire exactement la même chose sur des interfaces ou sur des morceaux de parcours, sur des produits plus ou moins standards. Sur le site e-commerce, on va venir dire voilà ce qui est une fiche produit simple, une fiche produit standard, une fiche produit complexe. Et dessus, donc sur ces wireframes-là, ces maquettes ou ce portfolio, on va avoir l'intégralité des hypothèses prises, des composants, etc., qui nous permettent de venir un peu packager des ensembles de morceaux de produits pour aller assez vite sur cette phase de macro-cadrage sans avoir à demander l'aide tout de suite de nos experts qui sont les personnes qui vont réaliser derrière le produit. Ça ne marche que quand on est sur des produits que vous avez déjà plus ou moins faits et qui ont un squelette commun. Si vous êtes sur du full sur mesure sur un produit
très métier, d'un métier que vous ne connaissez pas, on n'a pas de recul, donc on ne peut pas avoir ce genre d'outils. Mais en tout cas, pour tout le reste, on peut capitaliser sur ce qui a été fait par le passé et travailler sur ce type de petit livret qui va venir aider les équipes commerciales à s'autonomiser sur la vente en réduisant le nombre d'impairs. Et ça va aussi faciliter le retour à la maison du brief, où quand les équipes commerciales présentent le brief aux équipes de réalisation, on parle la même langue, parce que ces wireframes, on les a construits ensemble, on a échangé dessus sur qu'est-ce qui était faisable, pas faisable, etc. Donc, on est vraiment sur quelque chose on a beaucoup moins de pertes en ligne quand on travaille avec des choses plutôt visuelles, un peu cadrées, un peu préparées à l'avance. On s'évite le brief de plusieurs pages d'écriture où tout est sujet à interprétation. Et du coup, c'est là où on tombe souvent dans le « c'est pas ce que j'avais compris, c'est pas ce que vous m'avez vendu ». Donc, l'idée, c'est de vraiment venir apporter une compréhension très claire, une documentation très claire de ce que à un instant T, le client veut ou pense vouloir et ce que nous, on propose au regard de ce qu'il nous a demandé. Donc, très importante cette partie-là. Ça peut demander du boulot, mais en général, on ne le fait pas sur tous les projets, tout le temps, partout. Ce qu'on fait, c'est qu'on le fait par opportunité. On a un nouveau prospect qui arrive sur un sujet e-commerce. Pourquoi on ne commencerait pas à faire un petit peu un brouillon de ce portfolio pour démarrer avec quelque chose? Ce ne sera pas exhaustif. En soi, ça l'est quasiment jamais, mais ça va nous permettre déjà d'avoir de la matière. Ça fait aussi très pro quand les clients vous voient arriver avec des choses très cadrées. Est-ce que vous êtes plutôt A, plutôt B, plutôt C? Ah ben, je suis un peu de A avec un petit bout de celui-là. Est-ce que ça, c'est possible? On arrive quand même à venir gribouiller des hypothèses, drafter des choses assez puissantes en peu de temps à travers ces éléments visuels. Ces squelettes, dans l'idéal, quand on peut aller très loin dans la démarche, ils vont être estimés. Alors, ce sera des ordres de grandeur, mais ça permettra aussi aux équipes commerciales de commencer à donner des enveloppes budgétaires sans trop se planter. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais on peut arriver à des cas où notre commercial nous dit le projet Intel, on avait fait plus ou moins la même chose il y a quelques temps, donc c'est pour ça que je me suis permis de m'engager auprès du client sur à peu près les mêmes choses, les mêmes fourchettes budgétaires, etc. Alors que potentiellement, techniquement, c'était beaucoup plus complexe ou très différent parce que techniquement, c'était éloigné, même si dans l'expérience, on avait des choses qui pouvaient sembler similaires. Et en fait, on se tire une balle dans le pied tout seul. Ce n'est pas la faute du client, c'est vraiment un manque de cohérence entre la compréhension de la technique et la façon de le vendre, des fois de le vendre un peu trop tôt au client. Donc, bien maîtriser le contexte, ne pas aller vendre des choses dont on n'est pas sûr, avoir un socle commun de communication avec le client et avec nos équipes de réalisation. Ce qui va me mener du coup au troisième outil, bonne pratique, peu importe le terme qu'on y mettra. Pour moi, ce qui était hyper important aussi de faire dans mes expériences passées, c'était d'avoir très tôt dans la relation de prospection une rencontre entre le prospect, ses utilisateurs et l'équipe pressentie pour travailler sur la réalisation de son projet. Ça permettait de continuer à travailler sur le lien de confiance, qui était extrêmement important. Le client se projetait, parce qu'il a beau se projeter avec nos équipes commerciales qui sont vraiment des ambassadeurs de l'entreprise, il a toujours un peu peur de qui je vais avoir derrière. Et donc, du coup, l'idée, c'est de lui dire, on va te montrer tout de suite qui tu vas avoir derrière ou une partie des gens que tu as de grandes chances de travailler avec par la suite. Et en lui présentant ces équipes-là, alors ce n'est pas qu'une présentation, hein, mais déjà, on va commencer à vraiment être en transparence, l'aider à se projeter, nous monter en connaissance aussi sur le projet, parce que les équipes de réalisation vont discuter avec le client, vont venir affiner ce qui a été fait précédemment par les équipes commerciales. Et donc, on va un petit peu plus loin dans le cadrage de notre projet. Ce type d'exercice, souvent, on le fait sur des demi-journées d'atelier présentiel. On peut faire plusieurs demi-journées selon la complexité du projet et du client. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le faisait. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, on rencontre les équipes, on part de tous les briefs qu'on a déjà, tous nos wireframes avec toutes nos annotations, toutes les hypothèses qu'on a prises au départ, et on vient affiner encore plus, réajuster les estimations. Et en fait, on sort de ce genre de session. On est toujours en avant-vente, certes, hein, mais on sort de ce genre de session avec l'objectif produit, le story mapping, le product backlog, du moins sa première version, puisqu'il va continuer d'évoluer par la suite, qui seront déjà ce qu'ils sont avec le temps qu'on a eu et le temps qu'on a accordé à cette avant-vente. Ce qui sera extrêmement important dans ce genre d'atelier-là, en dehors de construire la confiance client et de mieux connaître son contexte, ça va être vraiment de venir noter toutes les hypothèses qu'on prend conjointement avec le client pour en fait les garder,
Pourquoi? Parce qu'on va venir les annexer au contrat, parce qu'on a besoin quand même d'avoir une base de discussion pour contractualiser, et parce que dans le temps, on peut avoir oublié des choses qu'on s'était dit. Donc, il y a toujours un intérêt à tracer, pas pour des questions de méfiance, mais pour des questions on va dire de structure, de rigueur, tracer tout ce qui a été dit. Un client, j'aime bien les exemples e-commerce parce que ça parle quand même à beaucoup de monde. On a tous été clients sur des sites e-commerce. Quand un client vous dit je veux un site e-commerce et que vous lui posez la question est-ce que vous allez vendre à l'international, est-ce que vous allez vendre en multi-devises, etc. Si on lui pose la question, derrière, il y a une grosse complexité s'il nous dit oui ou non. S'il est en local, monodevise, un seul pays, sur la livraison déjà, on connaît déjà les partenaires, sur la gestion du multilingue, il n'y en a pas, sur la gestion du multi-devise, il n'y en a pas. Donc, on est sur quelque chose qui architecturalement va être plus simple. S'il nous dit je veux bien peut-être imaginer que dans quelques mois, peut-être 1 à 2 ans, je vais m'internationaliser un petit peu. À nous, équipe technique, de voir si ça vaut le coup de tout de suite mettre le socle d'internationalisation sur ce produit-là ou le faire plus tard. Mais il y aura un coût puisqu'on va venir rajouter des choses plus complexes. Et s'il nous dit, ah oui, oui, moi je pense bien vouloir, même si je suis que français, je me vois bien vendre des choses en Suisse parce que je suis en région lyonnaise, donc c'est tout à fait à côté. Eh ben ouais, mais la Suisse, on n'est pas du tout sur les mêmes partenaires de livraison, on n'est pas sur la même devise et il y a plusieurs langues en Suisse, donc on va aussi travailler sur du multilingue. Eh ben ça, s'il nous dit à moyen court terme, je vais travailler dans ce genre de contexte, on a tout intérêt à provisionner dès le départ du multilingue, du multidevise, quitte à l'activer au sens, enfin pas forcément activer, mais quitte à venir compléter plus tard les devises et travailler qu'en euros au début, mais c'est techniquement plus confortable de le faire comme ça et c'est moins coûteux pour le client. Et donc ça, c'est tout ce genre d'hypothèses-là qu'on va venir consigner dans ces ateliers préliminaires pour se dire, mais monsieur le client, on s'était dit qu'on ne faisait pas d'international et que si on le faisait, on le ferait bien plus tard. Donc maintenant, vous me dites que pour la première version du produit, il va falloir être internationalisé, gérer du multi-devise, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce qu'on s'était dit il y a quelques semaines ou mois en brief n'est plus d'actualité. On a fait évoluer le périmètre. Et donc, si on n'avait pas bien tracé tout ça, si ce n'était pas bien limpide et pas bien partagé entre le client et nous, on se retrouve des fois dans des situations où la confiance baisse pour des questions de quiproquo et surtout, on va se retrouver dans des situations où généralement, le fournisseur va faire des efforts, va faire des remises commerciales pour pallier à ce manque de, pas de rigueur, mais à ce manque, en tout cas, d'informations sur ces éléments-là pour essayer de continuer à garder cette confiance client et avancer sur le projet. Donc, vraiment, beaucoup de rigueur sur ces éléments-là. En soi, on ne contractualisera pas sur le backlog tel qu'il aura été construit. C'est vraiment une annexe de contrat. Il n'y a rien de contractuel dedans puisque tout va évoluer au fur et à mesure et c'est ce qu'on souhaite. On ne souhaite pas figer le périmètre, sinon on serait sur un projet au forfait classique avec des avenants de contrat à chaque fois qu'il y a une modification du périmètre. Ce n'est pas du tout là-dedans qu'on veut rentrer. Donc, quatrième point, peut-être celui qui va intéresser le plus de monde, parce que c'est là où on va parler contrat au sens financier, mais les étapes d'avant amènent en tout cas à pouvoir contractualiser de la façon suivante. On va venir travailler à facturer ni en régie ni au forfait, puisqu'on a vu que ce n'était pas possible, mais dans un mode un peu hybride pour essayer d'accompagner en fait notre client dans une agilisation ou du moins une démystification de l'agilité avec quelque chose qui est intermédiaire et que j'ai appelé le sprint forfait. Je vais vous montrer des petits graphiques après qui vont venir schématiser un petit peu plus qu'à l'oral, ce n'est pas toujours évident de l'expliquer. Mais l'idée, c'est de garder le budget du client en tête, mais de forfaitiser que des sprints. Ce qui fait que, comme on fleurise tout à l'heure, on peut faire des modifications au fur et à mesure, on est libre de les faire, parce qu'on n'a pas contractualisé un périmètre figé. Mais par contre, en tant qu'expert, je me dois de dire à mon client, attention, là, on va dépasser. Attention, ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Je reprends l'exemple sur le site e-commerce international. Je vais dire à mon client, je suis désolée, monsieur le client, mais on va reprendre l'annexe du contrat où on avait fait notre premier brief. Dans notre premier brief, on s'était bien dit l'internationalisation, ce n'est pas moyen terme, c'est du long terme. Donc, la première brique, c'est vraiment que de l'euro, que de la langue française, etc. Et donc, si on avait bien fait le travail et qu'en plus, du coup, on l'a annexé, on peut du coup facilement expliquer au client que oui, on peut changer, on peut le mettre en plus. Cependant, ça a un impact sur ce qu'on avait prévu au départ.
Le but de travailler comme ça, c'est d'être pas déséquilibré dans cette relation contractuelle, donc de maîtriser le budget du client tout en gardant sa confiance, puisque ce n'est pas des clientèles qui étaient en capacité de dire bah, je prends 3-4 sprints et puis après j'enchaînerai derrière. Ce n'est vraiment pas des modes de contractualisation qui étaient acceptables pour eux. Pour réussir à contractualiser donc au sprint forfait, je vais vous expliquer un petit peu comment j'avais fait, mais il y avait un prérequis qui était quand même de le faire sur des équipes qui étaient stables, au sens, c'est des équipes qui connaissent leur vélocité, qui savent comment elles travaillent ensemble pour que quand même, vu qu'on fait quand même des forfaits, même s'ils sont tout petits, pour qu'on arrive à avoir quelque chose qui reste rentable et qu'il n'y ait pas trop de dérives et de planning, et du coup pas de budget, mais en tout cas pas de perte de notre côté. Donc, comment j'ai pu mettre ça en place chez différents contrats? C'est assez simple. En tout cas, quand il y a des schémas, c'est plus simple. On part du produit de backlog qu'on avait initié et qui est, entre guillemets, notre source de vérité qui évolue au cours du temps. Et vu qu'on avait estimé tout ce qu'on avait pour l'instant identifié dans ce backlog, on a une estimation d'effort total qui est présente à un instant T. Je fais un exemple simple, elle est à 200 points. À partir de là, vu que le périmètre va évoluer, il faut quand même qu'on arrive à trouver une notion quand même d'euros derrière, parce qu'on va devoir facturer notre client. Et donc, on va devoir définir ce que j'ai appelé le prix du point. Donc, définir le prix du point, ça va nous permettre, à partir de la vélocité de l'équipe, et, désolé pour le terme, c'est vrai que ce n'est pas joli, mais le coût du dispositif, c'est-à-dire qu'on sait que sur une équipe, l'équipe qui va travailler sur le projet A, on a tel et tel type de collaborateurs qui ont tel et tel type de profil, d'expérience et de rémunération. Derrière, du coup, tout ça, on sait calculer le coût qu'a cette équipe pour l'entreprise. On sait aussi de combien on veut marger. On sait également toutes les réunions annexes, tous les coûts un peu cachés qu'il va y avoir sur l'ensemble du projet. Donc, on arrive, en connaissant le rythme de l'équipe et le coût de cette équipe, à contractualiser, enfin en tout cas à qualifier le prix du point dans un contexte client. D'un client à l'autre, le prix du point peut être différent, puisque l'équipe change. On n'est pas sur les mêmes équipes, donc on n'a pas le même coût, le prix du point. J'ai fait un exemple très basique, ce n'était pas vraiment ça la réalité, mais on avait par exemple un point égale 1 000 euros. Donc, si un point égale 1 000 euros, on arrive facilement à tomber sur votre effort estimatif de 200 points, ça donne un prix estimatif, et on est bien sur de l'estimatif, de 200 000, ce n'est pas des points, pardon, c'est des euros, de 200 000 euros. Et donc ça, c'est des choses qu'on va mettre au contrat, mais la seule chose qu'on contractualise, c'est le prix du point, avec toutes les annexes qu'on vient de voir, mais c'est le prix du point. Et comment du coup on s'engage là-dedans? On va à chaque début de sprint définir un périmètre classique à engager sur le sprint avec l'équipe donnée. Cette équipe, connaissant sa vélocité, étant une équipe plutôt stable, elle est plutôt confiante. Elle sait qu'elle fait en général, en moyenne, 20 points de vélocité. Elle engage sur ce sprint 21 points. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du sprint, on va facturer forfaitairement les 21 points, donc 21 000 euros, qu'on ait fini ou pas le travail. Alors, il peut y avoir des petites dérives de planning, et ça, c'est un sujet sans doute pour une autre conférence. Mais en tout cas, sur les dérives budgétaires, le but de faire ça, c'est que même si je mets 3-4 jours de plus à terminer le périmètre du sprint, je ne vais pas facturer ces 3-4 jours de plus à mon client, puisqu'on s'est engagé forfaitairement sur le sprint. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des équipes stables pour connaître quand même cette vélocité et pas se retrouver à toujours avoir des reliquats de sprint en sprint pour plein de raisons qu'on connaît qui ne sont pas bonnes, mais entre autres pour plein de raisons aussi financières qui pourraient mettre le projet en manque de rentabilité. Et donc, comment on change le périmètre? On change le périmètre tout simplement en faisant des refinements avec nos clients. Je vous ai déjà donné l'exemple sur l'internationalisation du site e-commerce. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'on refine avec le client, on repart des hypothèses qu'on avait au départ, on les challenge, il les challenge. Il nous dit le sujet numéro 3 là, du backlog, en fait, je veux ci, je veux ça, je machin, c'est beaucoup plus. Je suis plus en demande que ce qu'on avait prévu au départ. Pas de souci, mais on passe du coup de 21 points à 34 points. Donc attention, si on ne change rien d'autre, votre global tel qu'il est défini dans cette nouvelle version de backlog, il est à 213 points. Donc, ça voudrait dire 213 000 euros si on faisait tout le reste exactement comme c'est écrit aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous préférez faire? Vous préférez supprimer ou simplifier d'autres sujets pour revenir à un global à 200 000 euros, exactement comme mon fleuriste avec mes 40 euros, ou vous préférez, à date, imaginer une rallonge budgétaire pour le futur, mais rien ne l'oblige d'aller jusqu'au bout des X items de mon backlog. Il pourra arrêter à un moment donné et avoir un projet qui lui coûte du coup moins cher.
Et à l'inverse, hein, si on simplifie des choses, on va avoir une enveloppe estimative à un instant T qui va pouvoir dégonfler, donc être un petit peu plus petite, ce qui va peut-être donc soit lui coûter moins cher, soit lui permettre de rajouter des choses sur le backlog. Donc on est vraiment, et ça c'est la responsabilité du fournisseur, de toujours mettre en visibilité pour le client les impacts budgétaires. Toutes les estimations, les changements d'efforts vont être expliqués au client. Vous nous demandez ça, on ne s'était pas dit ça pour l'histoire d'internationalisation, ça va nous demander tel et tel type de travail supplémentaire, c'est X fois plus gros pour nous. Donc, voilà. Et en fait, quand on est en cette transparence, parce qu'on avait bien ficelé les choses au départ, en général, ça se passe très, très bien. Le client ne va pas rechigner à dire non, mais je comprends, je te demande quelque chose de beaucoup plus gros, je comprends que ça change l'effort et que du coup, ça change le prix. Et j'entends qu'il va falloir soit que j'aille prendre un budget en plus, soit que j'aille réduire d'autres idées que j'avais et voire enlever des éléments du backlog. Voilà. Alors, voilà, en 40 minutes, c'est assez rapide, hein, donc j'espère avoir pu être un petit peu clair quand même sur ce genre de démarche. Je vous laisse juste sur un extrait d'une sketch note qui a été fait par Sylvain Desvé lors de cette conférence il y a quelques mois sur Lyon et qui vient résumer un petit peu donc, les éléments dont on a parlé. De préférence des équipes stables qui connaissent leur vélocité, des commerciaux sensibilisés qui sont ambassadeurs de l'entreprise et notre façon de fonctionner dès le départ, dès qu'ils font de la prospection, travailler sur capitaliser sur ce qu'on a fait dans l'entreprise avec des squelettes produits pour faciliter le pré-cadrage, éviter les impairs et parler la même langue entre équipes commerciales et équipes de réalisation, faire rencontrer les équipes de réalisation avec les clients pour arriver à vraiment un lien de confiance qui a été construit avant même de signer, en fait, quelque part. Et ensuite, grâce à ces estimations numériques, travailler, si possible, sur une facturation au sprint forfait quand aucun des autres moyens de contractualisation, on va dire standard, n'est acceptable pour votre client et du coup l'amener à son rythme à devenir de plus en plus agile. Dans les faits, il y a des clients qui ont commencé comme ça et qui ont fini en fait avec des contrats agiles beaucoup plus souples parce que la confiance a été construite et ils ont compris qu'on pouvait être agile tout en étant rigoureux, engagé et tenir ses engagements. Donc voilà. Mais en tout cas, dans ce contexte précis, c'était le seul moyen qu'on avait de contractualiser en gagnant-gagnant avec ces clients-là à un instant T. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, je laisse Laurent les partager. Merci J'ai beaucoup, le QR Caroline. code après, mais on le montrera à la fin, je pense. Ouais, on garde effectivement un petit peu ce slide-là. Effectivement, donc merci beaucoup pour ce retour d'expérience, donc très clair et très, très limpide. C'est quand même assez. On comprend vraiment les enjeux qui se cachent derrière. Pour le moment, je ne vois pas de questions. Donc, je ne sais pas si dans le public, des personnes peuvent les poser. Donc, c'était 25 personnes dans la salle. Est-ce que tout est limpide au point où il n'y a pas de questions? Ah, si. Quel a été le point le plus difficile à faire passer? C'est une très bonne question. Ça dépend des clients et des contextes. Ça dépend vraiment de ce qui, on va dire, de ce qui fait peur à notre client par rapport à nos différents projets. Il y a des clients où, ça j'en ai pas forcément parlé, mais il y a des clients, c'était vraiment le côté, moi je peux pas être là toutes les semaines pour regarder avec vous ou tous les 15 jours, mais par contre, je veux que les choses sortent, que ce soit validé, mais j'ai personne à vous mettre à disposition chez moi. Donc des incohérences entre la volonté de faire des choses montrables et utilisables à fréquence régulière et leur capacité en tant que client et du coup, enfin, product owner si on veut, de vraiment pouvoir participer au process global de Scrum. Voilà, donc il y a eu ce genre de choses-là. Ce qui a été difficile pour certains clients, c'était de leur faire comprendre qu'au contrat, on ne contractualisait pas le backlog tel qu'il était écrit. Et du coup, ces clients-là, ils auraient préféré peut-être avoir un forfait massif avec tous les détails, mais en discutant, en leur présentant le fait que pour aller sur ce genre de forfaitisation complète, il faudrait aller encore plus loin dans le détail de ce backlog qui ne serait plus un backlog, mais un cahier des charges. On arrivait du coup à trouver l'entre-deux. Ce qui a beaucoup marché, c'est le fait vraiment de rencontrer les équipes de réalisation et entre guillemets le lead dev, le PM, l'UX designer en chef qui vont être les personnes clés dans la phase projet. Ça a beaucoup plu à certains de nos clients. Le fait de se déplacer chez eux, d'aller sur site, faire ces ateliers
de story mapping, ça montre qu'on sait faire, on maîtrise. Donc, vous inquiétez pas, on a compris votre besoin, on a compris vos problématiques, on a compris vos peurs. Et en fait, on est à vos côtés vraiment. Et le fait de le faire en avant-vente, on va quand même assez loin dans cette démarche. Au final, chose qu'on récupère après, hein, quand on signe dans le prix du point, tous ces efforts d'avant-vente vont être rentabilisés. Encore faut-il signer, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est vraiment ces ateliers-là qui créent ce lien humain, cette connexion. En effet, on est des gens dans le même bateau. Au début, j'ai dit on est à côté du client, on n'est pas, voilà, on n'est pas en face, on est vraiment à côté. Ça, c'était assez puissant dans certains contextes. Ouais. C'est J'espère intéressant. répondre à la question. Je pense, ouais, je pense que c'était très bien ça. Une remarque, c'est enfin les équipes commerciales engagées dans le dispositif. Ben, quelque part, elles font partie du dispositif, ce qui n'est pas toujours le cas dans les projets. Et attends, je vois après, est un argument de dire que le posture offre. Après, peut-être, mais il manque peut-être un mot. Donc, est un argument de dire que cette posture offre peut être moins cher qu'un forfait classique du fait de ne pas réaliser de l'inutile. Donc, l'argumentation de dire on ne fait pas d'inutile, Ouais, probablement. Ah oui. tout à fait. Alors, c'est un risque à prendre, le fait de dire on ne fait pas un forfait plein, donc on a toujours le risque, entre guillemets, que le client dise ben, je fais beaucoup moins que ce que j'avais en tête au départ. Mais d'un autre côté, on ne peut pas être une entreprise agile en se disant on va faire un périmètre figé et tu me dois à la fin. Alors, je sais que dans Money for Nothing et Changes for Free, il y a cette notion de si vous finissez pas, vous allez quand même payer 20% de ce qui reste pour qu'on soit quand même dans quelque chose. Enfin, je ne suis pas spécialiste de ce dispositif, mais si j'ai bien compris, on paye 20% de ce qui reste pour quand même ne pas mettre le fournisseur en échec financier, ce que je peux entendre. Mais à nous, dans notre contexte, alors à l'époque déjà, dans certains projets, je ne connaissais pas ce dispositif, pour être tout à fait honnête. Mais en plus, ce n'était pas concevable parce que ces clients-là dont je parle, les agilo-sceptiques, je suis désolée pour eux, ces clients-là dont je parle, c'est des clients qui, au démarrage des premiers échanges de la prospection, sont convaincus que 100% du périmètre est complètement nécessaire. Donc, ce n'est pas un argument de vente, en fait, de leur dire, vous inquiétez pas, vous pourrez faire moins. Parce que dans leur tête, ils vont se dire, mais non, tu ne me fais pas une maison sans toi, ce n'est pas possible, en fait. Donc, c'est des choses après qui viennent au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas des choses qu'on va forcément, ça dépendra des clients, mais qu'on ne va pas forcément mettre en avant très tôt parce que pour certains, ça leur fait plus peur que le contraire. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant au cours du projet. Ils ont cette liberté de se dire, bah non, je ne fais pas la fin ou j'arrête pour l'instant. On laisse entre guillemets une maintenance tournée et si j'ai des nouvelles idées, je reviens. Cette flexibilité de dire je reviens dans 6 mois, un an, si c'est OK pour vous. Voilà, donc on est sur quelque chose en effet intéressant. Les risques étaient plutôt faibles parce que nos clients voulaient toujours tout faire, même s'ils ont enlevé une partie du périmètre pour certains. Cette partie du périmètre enlevée n'a pas été, dans les cas que j'ai vécu, n'a pas été une souffrance pour la boîte parce qu'on était en fait en rentabilité au sprint. Donc au final, on s'arrête. Alors certes, l'équipe a peut-être pas tout de suite la possibilité d'enclencher sur un autre client, mais il y a plein de choses à faire en interne dans une entreprise. Mais en tout cas, chaque sprint avait une volonté d'être rentable. Dans la moyenne, en tout cas, on était rentable. Donc, si le projet s'arrêtait, on n'était pas le bec dans l'eau. Après, il faut en effet trouver la suite pour pas que l'équipe reste au chômage technique. C'est un sujet. Donc, on va peut-être passer le slide avec le QR code, Oui. peut-être, pour les participants. Euh, Est-ce que dans ton entreprise, l'ensemble des projets est réalisé en agile ou est-ce qu'il y a un ratio? Alors déjà, c'est un espèce de pot pourri de plusieurs expériences pro que j'ai eues dans différents contextes. Donc, c'est pas forcément voilà, qu'une boîte. Et en fait, donc, dans tous ces contextes-là, il y avait de tout. C'est pour ça que là, aujourd'hui, j'ai vraiment parlé des clients agilo-sceptiques. Mais en fait, alors, dans certains cas spécifiques, on n'a pas travaillé en agilité. Alors, déjà de base, dans ce que je vous présente, on est sur une agilité un petit peu bancale, hein. On n'est pas vraiment sur le top du top de ce qu'on pourrait faire, mais vaut mieux ça que rien du tout. Et ça a convaincu certains clients. Donc, c'est aussi notre job de transformer, d'amener les gens, d'être un petit peu plus ouverts à l'agilité. Donc, on a fait, dans certains cas, des projets plutôt cycle en V ou du moins avec des lots, avec du coup des temporalités plus grandes par manque de disponibilité du client et donc un peu un entre-deux entre un cycle en V à l'ancienne. Voilà. Mais globalement, certains clients nous donnaient les clés du camion et nous disaient en fait, vous bossez comme vous voulez en interne. Moi, je veux juste que les jalons stratégiques de mon projet
ne soit pas raté, qu'on soit au rendez-vous sur ces 3-4 moments de l'année où il faut que le produit il performe, il sorte des nouvelles features, etc. Donc, plutôt en agilité, parce que ça fonctionnait pour nous et ça rassure souvent le client d'avoir des deliveries réguliers. La contractualisation est plus complexe en fait que le delivery en tant que tel. Les clients, tu leur montres souvent, mais que tu leur fais un contrat au forfait, ils sont super contents. Mais on peut pas, voilà, on peut pas tout avoir. C'était quand même beaucoup plus d'agilité. Tant mieux pour moi. Sinon, j'aurais été un petit peu triste quand même, parce que c'est quelque chose qui pour moi fait complètement sens dans les projets complexes qu'on a aujourd'hui en IT. Mais c'est intéressant en tout cas d'accompagner des clients agilo-sceptiques à ouvrir un petit peu leur esprit là-dessus. Et c'était plutôt bienvenu parce qu'il y avait une confiance client de bout en bout. Elle existait avant la signature du contrat, elle a existé avec les équipes commerciales, elle a existé par la suite. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'il n'y a pas eu enfin, qu'il y a moins eu ou plus eu de scepticisme sur l'agilité, c'est un grand n'importe quoi et je vais me faire avoir. Parce qu'en fait, on n'a pas failli dans nos engagements et on a été en full transversalité. Une dernière question. Est-ce que le mode de chiffrage agile est un obstacle pour avoir de nouveaux clients? Et si oui, à quel niveau? Alors, c'est une très, très bonne question. Euh, Dans ces contextes-là, c'est vrai qu'on ne pouvait pas ne pas estimer. Moi, j'avais réfléchi à une époque à peut-être plutôt contractualiser les sprints, mais sur un nombre d'items plutôt que sur des story points. Et encore, il y a des moments où on ne faisait même pas des story points, on faisait des jours hommes parce qu'on avait des nouveaux collaborateurs qui, eux, n'étaient pas agiles et qui avaient envie de travailler en itératif, mais par contre, estimer en story point, pour eux, ça semblait beaucoup plus flou que d'estimer en jour homme. Donc, il faut faire aussi avec tout ça. Mais du coup, déjà, ouais, ne pas estimer, ça semblait complexe. Si on voulait faire, en tout cas dans ce que j'avais imaginé et qu'on n'a pas mis en œuvre, si on voulait faire des sprints au nombre d'items, ça demande de découper les items de façon suffisamment fine pour qu'ils aient quasiment tous la même taille, pour qu'on ait quand même cette vélocité-là et ce rythme qui soit quand même stable. Et ça, c'est plus complexe pour les clients. Avec les échanges avec les clients actifs que j'avais à l'époque, c'était plus complexe pour eux de comprendre. Pour eux, si tu me dis on fait 14 sujets dans le sprint, c'est 14 sujets, qu'ils soient gros ou petits. Et donc, quand on doit leur expliquer, il faut tout redécouper parce que nous, c'est 14 items et pas 14 sujets. Donc, ça devenait tellement plus complexe qu'on est quand même resté en estimation. On n'a pas voulu tenter, même avec des clients avec lesquels on contractualisait depuis un moment, de passer sur ce mode-là. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Et donc, du coup, est-ce que ça... redonnez-moi le terme exact. Est-ce que la contractualisation en points, enfin l'estimation des équipes, Le mode de chiffrage agile est-il un obstacle pour avoir de nouveaux clients? Si oui, à quel niveau? oui et non. J'ai même plutôt envie de dire non parce que c'est un peu une tambouille interne. Le client, tant qu'en face, il a des euros face à des périmètres et qu'il arrive plus ou moins à se dire, ben oui, ça c'est 2 fois plus gros que ça me coûte 2 fois plus cher. Ça, dans nos cas, alors pareil, on n'était pas des grosses entreprises avec des clients, des énormes clients en face, mais dans notre cas, ça n'a pas été gênant. On faisait donc soit jour homme, soit story point, plutôt par simplicité pour les équipes qui estimaient que pour faire plaisir aux clients. On a eu des cas où les clients posaient la question, oui, mais pourquoi tant d'euros? Et quand on leur explique derrière, ben, en fait, sur le sprint, il y a tant de personnes avec tel TJM, on travaille, enfin voilà, on a des locaux à payer, on a ci, on a ça. Et quand on est en transparence et qu'on explique comment on a réussi à calculer notre prix du point, même en montrant parfois la marge, hein, il n'y a pas de sujet derrière. Voilà. Donc pour moi, ça n'a pas été un frein, mais je ne suis pas sûre que ça s'applique dans tous les contextes. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Donc, merci beaucoup, Caroline, Merci à vous tous. pour ce retour d'expérience. Donc, le QR code a été partagé. Donc, les questions te seront fournies. Et à bientôt et à la prochaine conférence. Merci à tous. Bonne journée.